Et si, cette nuit-là, le destin du Sahel s'était vraiment joué, en une seule nuit glacée à Ouagadougou? Imaginez la scène. La ville, habituellement animée même à la tombée du jour, plongée dans un silence surnaturel. Les habitants, confinés chez eux, se demandent ce que réserve cette nuit de janvier, tandis que les rumeurs circulent à voix basse dans les quartiers populaires comme dans les salons feutrés du pouvoir. La nuit du 10 janvier 2026, un silence oppressant s'étend sur la ville tout entière. Ce silence, plus dense que jamais, rappelle celui qui précédait les grandes mutations historiques, comme à Berlin en 1989, à la veille de la chute du mur, ou à Pretoria, en Afrique du Sud, quand la fin de l'apartheid n'était encore qu'un espoir secret. Soudain, tout bascule. En moins d'une heure, un complot est étouffé. Les forces spéciales encerclent Ouagadougou. 3 officiers sont capturés. L'ombre d'un putsch s'efface avant l'aube, et les radios locales, d'ordinaire promptes à la rumeur, n'osent pas diffuser la nouvelle avant le lever du soleil. Mais ce n'est pas un simple fait divers. Ce n'est pas l'histoire d'un coup d'État de plus, comme l'Afrique de l'Ouest en a connu tant d'autres, du Nigeria dans les années 60, au Mali plus récemment. Non, cette nuit marque le point de bascule d'une lutte acharnée, la volonté d'un peuple contre la résignation, la justice contre la compromission. Comme lors de la révolution populaire de 1983 au Burkina Faso, menée par Thomas Sankara, c'est l'idée même de souveraineté qui se joue dans l'ombre. Au cœur du tumulte, le Burkina Faso somme le Togo d'extrader Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Togo hésite, la France retient son souffle. Chaque silence devient une menace. Derrière le sort d'un homme, c'est la souveraineté d'une nation, et peut-être de toute une région, qui vacille. Imaginez les couloirs de l'Union africaine, où chaque ambassadeur mesure la portée de chaque geste, de chaque mot, tandis que les chancelleries européennes surveillent la situation avec inquiétude. Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole, tient tête. 40 fois, il a défié la mort, 40 fois, il a tenu bon. Désormais, il se bat pour inscrire la dignité africaine dans la pierre de l'histoire, comme un certain Nelson Mandela l'a fait pour l'Afrique du Sud, ou Patrice Lumumba pour le Congo, même si les contextes diffèrent. Le conflit a dépassé la querelle diplomatique. L'Afrique peut-elle juger ses propres crimes, imposer ses lois, défendre ses chefs sans recourir aux vieilles puissances? Cette question, qui semblait autrefois théorique, s'incarne soudain dans l'urgence du présent. Si le Burkina Faso cède, la punition sera implacable. Perte de souveraineté, fracture régionale, retour des influences étrangères. Mais s'il tient, une ère inédite s'ouvre, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, capable de s'inspirer d'exemples comme celui du Rwanda, qui a su reconstruire ses institutions après le chaos. La tension ne faiblit pas au petit matin. Dans les rues et les palais, chacun retient son souffle, redoutant le prochain mouvement. Les commerçants hésitent à ouvrir boutique, les écoles retardent leur rentrée, les taxis tournent au ralenti, et même les vendeuses de beignets murmurent que tout peut changer en un clin d'œil. Comment un jeune capitaine est-il devenu le visage de la résistance sahélienne? C'est la question qui revient sans cesse depuis qu'Ibrahim Traoré s'est imposé au cœur de toutes les conversations du Burkina Faso. Son nom, murmuré à l'aube et répété à la tombée de la nuit, incarne désormais le refus de la soumission. Depuis octobre 2022, cet officier de moins de 35 ans a survécu à 40 tentatives d'assassinat. 40 nuits de menaces, 40 matins de défis. Chacune de ces nuits évoque celle traversée par d'autres chefs d'État africains, comme Jerry Rawlings au Ghana, qui a dû faire face à d'innombrables complots pour imposer sa vision d'un Ghana nouveau. À chaque fois, il s'est relevé, plus résolu à ne jamais plier. En quelques mois, Traoré a transformé un État sous pression en une nation debout. La clé de cette métamorphose? Les services de renseignement, longtemps éparpillés, sont devenus un bouclier invisible. Chaque carrefour de Ouagadougou, chaque route menant au palais présidentiel est désormais sous surveillance. Les communications sont filtrées, les mouvements d'argent traqués. Rien n'échappe à cette vigilance silencieuse, semblable à celle des services secrets israéliens lors des périodes de grande tension. Pourtant, la force du capitaine ne naît pas dans la peur.
son pouvoir s'ancre dans un pacte inédit entre l'armée et le peuple. Pour la première fois depuis des années, la mission est comprise. Défendre non seulement l'État, mais la terre et les familles. Ce pacte, aussi fragile que puissant, rappelle celui qui unit les révolutionnaires cubains autour de Fidel Castro à la Sierra Maestra, même si ici le contexte sahélien impose d'autres défis. Dans les casernes comme dans les villages, le mot d'ordre est simple: protéger la mère patrie, coûte que coûte. Cette volonté se manifeste concrètement. Les jeunes s'engagent dans la défense civile, les femmes organisent des chaînes de ravitaillement pour l'armée, et les anciens racontent, le soir, comment ils ont survécu aux crises passées, de la grande sécheresse des années 70 aux révolutions de la décennie 80. Ce pacte, loin d'être un mirage, s'exprime dans la rue. Selon les sondages, 87% des Burkinabés déclarent leur confiance à Traoré. Pour illustrer cette ferveur, souvenez-vous de la marée humaine qui, lors du soulèvement populaire de 2014, a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Aujourd'hui, les habitants forment des murailles humaines autour des casernes, convaincus que leur sécurité ne se marchande plus à l'étranger. Cette mobilisation redonne à la résistance du Sahel une force que nul n'osait espérer. Mais cette union, si solide qu'elle paraisse, demeure fragile. La moindre fissure, le moindre soupçon de trahison pourrait tout faire vaciller. Désormais, le pouvoir s'appuie sur cette confiance populaire, bâtie dans l'urgence, face à la menace et au poids de l'histoire. Cette situation évoque celle de la Côte d'Ivoire en 2002, où un fragile équilibre entre armée et population avait permis d'éviter la guerre totale, du moins provisoirement. Cet équilibre précaire va pourtant être mis à l'épreuve. Une ombre plane, le retour secret de Damiba, porteur d'un complot capable de tout renverser. Ce n'est pas la première fois qu'un ancien chef d'État tente de revenir par la force. L'histoire africaine regorge d'exemples, de Jean Bédel Bokassa en Centrafrique à Mobutu au Zaïre, qui, chacun à leur façon, ont tenté de reprendre le pouvoir ou d'influencer la scène politique après leur chute. Mais derrière cette tension palpable, la crise avec le Togo s'annonce comme l'épreuve décisive. L'extradition de Damiba va révéler jusqu'où Traoré et son peuple sont prêts à aller pour défendre leur souveraineté. Les tractations diplomatiques rappellent celles qui ont suivi la tentative de coup d'État au Zimbabwe en 2017, où les voisins de la SADC ont pesé de tout leur poids pour éviter un bain de sang, tout en cherchant à préserver leurs propres intérêts. Une opération chirurgicale, une nation au bord de l'abîme, et la promesse d'un choc diplomatique. Tout bascule en une nuit glacée. Paul-Henri Sandaogo Damiba, désormais exilé au Togo, franchit la frontière dans l'ombre, accompagné d'une poignée de mercenaires étrangers. Leur cible ? Abattre 19 officiers de l'armée burkinabé, dont le capitaine Ibrahim Traoré, et imposer leur retour par la terreur. Cette tactique rappelle les actions de groupes armés en Amérique latine dans les années 70, où la violence ciblée visait à déstabiliser les institutions. Les preuves affluent, implacables. Les services de renseignement captent des enregistrements codés. Chaque mot, chaque transfert d'argent suspect trahit la mécanique implacable du complot. Dans l'urgence, 3 anciens proches du régime sont arrêtés, surpris en train d'organiser l'assaut. Pour éviter le chaos, l'État réagit avec une rapidité foudroyante. En moins d'une demi-heure, toutes les routes vers le centre de Ouagadougou sont bouclées. Les unités spéciales encerclent la capitale, verrouillent les points névralgiques et neutralisent la menace, avant même que la panique ne s'empare de la ville. Le message est clair. Plus question de céder au chaos. Mais la rue gronde elle aussi. La population descend massivement, exigeant justice et défense de la souveraineté. Des milliers de voix réclament l'extradition de Damiba. Rendez-nous Damiba! Justice pour le Burkina! Ce cri populaire se mue en serment national. Plus jamais l'impunité ne vaincra la loi. Dans de nombreuses villes, des comités de vigilance se créent, comme ceux qui avaient fleuri au Bénin lors de la transition démocratique, garantissant que chaque citoyen ait l'œil et l'oreille de la nation. En quelques heures, l'affaire explose à l'échelle internationale. Un mandat d'arrêt est lancé contre Damiba. La demande d'extradition atterrit sur le bureau des autorités togolaises, transformant la crise en bras de fer diplomatique. Lomé hésite. Chaque choix menace de faire vaciller la stabilité du Sahel.
Les médias internationaux, de la BBC à Al Jazeera, relaient l'affaire, la comparant aux grandes crises diplomatiques africaines du passé. L'enjeu est immense. Si le Togo refuse, la menace dépasse la politique. Elle risque de déclencher une rupture diplomatique, d'attirer des sanctions économiques, voire de fissurer l'unité de toute la région. Pour beaucoup, cela rappelle le blocus économique imposé à la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010, ou encore les sanctions contre le Mali en 2022. Un peuple debout, un chef qui refuse de plier, et la justice africaine à l'épreuve de l'histoire. Le Burkina Faso tient tête, mais l'incertitude s'épaissit. Jusqu'où ira l'escalade? Qui cédera le premier? Les analystes politiques évoquent les risques d'un effet domino, où une crise non résolue pourrait enflammer la sous-région, comme ce fut le cas lors des conflits en Afrique centrale dans les années 90. Dans les coulisses, chaque camp cherche l'avantage, multipliant pression et promesses. Mais une question obsède tous les esprits. Le peuple burkinabé sera-t-il enfin maître de son destin? L'Afrique saura-t-elle enfin imposer sa propre justice, quitte à affronter le chaos? Jamais la question n'a semblé aussi vive qu'à l'aube de ce jour où le destin de Paul-Henri Sandaogo Damiba balance entre espoir de justice et menace d'embrasement régional. Premier scénario. Le Togo plie sous la pression du Burkina Faso. Damiba est remis aux autorités burkinabè, la justice nationale s'exerce, et la rupture avec la tutelle française paraît définitive. Les institutions africaines applaudissent, la région paraît consolidée, du moins pour un temps. Pourtant, le prix à payer est lourd. Le Togo s'expose à d'éventuelles représailles économiques ou diplomatiques, venues des alliés de l'ancien régime. Ce scénario a déjà été observé lors du renvoi de Charles Taylor du Nigeria au Libéria, qui avait provoqué des répercussions internationales et régionales importantes. Deuxième issue, la crise force une conférence panafricaine. Les chefs d'État et les organisations régionales se réunissent non pour dicter, mais pour bâtir une nouvelle cour de justice africaine. Damiba devient alors le premier cas d'école pour une jurisprudence continentale. Ce choix historique inspire la souveraineté judiciaire, mais reste fragile. Les puissances étrangères observent, prêtes à exploiter la moindre faille et à diviser les États africains. On se souvient que la création de la Cour africaine des droits de l'homme est elle aussi née d'une crise, mais qu'elle peine encore à faire respecter ses arrêts. Troisième option. Le Togo refuse catégoriquement l'extradition. Le pays préfère l'isolement à la soumission, assumant la rupture diplomatique immédiate. Sanctions économiques, menaces d'embargo, suffocation financière du Togo et du Burkina Faso. La tension grimpe. Les réseaux sociaux s'enflamment, des incidents éclatent à la frontière, et la peur du conflit armé s'infiltre dans chaque foyer. La région approche du point de rupture. Ce type de tension rappelle la crise entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ou plus récemment, le bras de fer entre le Rwanda et l'Ouganda. Dans chacun de ces scénarios, l'équilibre du Sahel vacille. La crise dépasse les frontières de deux capitales ou de simples jeux d'alliance. Elle redéfinit le lien entre peuples et dirigeants, interroge la capacité des institutions à incarner une justice souveraine et bouscule la place de l'Afrique dans le monde. Ce qui se joue, c'est la sécurité de millions de civils, la survie économique d'États fragiles, mais aussi l'image d'une Afrique qui refuse de demeurer silencieuse ou d'attendre un sauveur. Le Sahel parviendra-t-il à s'unir dans la tourmente? Ou cédera-t-il, sous le poids des pressions, à de nouvelles fractures? Au-delà des stratégies et des discours, une interrogation demeure. Qu'apprendront chaque nation, chaque citoyen de ce basculement historique? L'histoire montre que chaque crise majeure peut servir de tremplin à une réforme profonde, à condition que la volonté populaire soit relayée par des institutions fortes. Prenons l'exemple du Ghana, qui, après des décennies de coups d'État, a réussi à instaurer une démocratie exemplaire en Afrique de l'Ouest grâce à la résilience de ses citoyens et à la refonte de ses institutions. Au lendemain des décisions, les regards se tournent vers Ouagadougou et Lomé. La suite se jouera dans les rues, dans les salons du pouvoir, mais surtout dans la mémoire collective africaine. Les écoles organiseront des débats, les universités publieront des analyses, et chaque famille se racontera le récit de cette nuit où tout a failli basculer. La fidélité envers un chef peut souder un peuple,
mais seule la loi construit une nation durable. La crise entre le Burkina Faso et le Togo révèle une urgence pour l'Afrique. Dépasser l'obsession de l'homme providentiel et inventer des institutions à sa mesure. Depuis trop longtemps, la stabilité de nombreux États reposait sur la force ou le charisme d'un leader unique. Mais que reste-t-il quand cet homme tombe? Le vide, la panique, parfois la guerre civile. On se souvient du chaos qui a suivi la chute de Kadhafi en Libye ou du désordre post-Mobutu au Congo. La justice ne doit plus servir de prétexte à la vengeance d'un clan. Face à l'impunité des putschistes et à la tentation de la violence, la seule réponse durable consiste à renforcer la justice régionale, à imaginer des institutions capables de résister à toutes les tempêtes. L'exemple du Burkina Faso est révélateur. Pour demander l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, les autorités n'ont pas seulement agité la menace, elles ont misé sur la transparence, publié des preuves et convoqué le peuple à chaque étape. Ce processus rappelle le travail de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, qui a su mêler justice et réconciliation pour reconstruire le tissu social. Dans les rues de Ouagadougou, la mobilisation populaire n'a pas servi à hisser un chef sur un piédestal, mais à exiger la légitimité de la justice, à rappeler que la souveraineté n'est plus un slogan, mais un acte collectif. Plus fort encore, cette crise a soudé un front uni avec le Mali et le Niger. La souveraineté ne s'écrit plus pays par pays, mais comme un projet régional et économique. L'Afrique invente ainsi une maturité politique nouvelle, où la force du droit supplante la loi du plus fort. Pour y parvenir, il faudra renforcer les institutions régionales, encourager la formation des magistrats africains et développer des mécanismes de médiation propres au continent, en s'inspirant des systèmes traditionnels de justice, comme la palabre ou la médiation des anciens. Mais le risque demeure. Si la justice dépend encore d'un seul homme, la prochaine crise peut tout balayer en une nuit. À l'inverse, si les institutions tiennent bon, alors l'Afrique pourra transformer la fidélité aux leaders en cohésion nationale et bâtir sur la loi plutôt que sur la peur. Pour cela, il est indispensable de renforcer l'éducation civique, d'impliquer la société civile dans le suivi des décisions judiciaires et de garantir l'indépendance des juges, même face à la pression populaire ou politique. Ce tournant n'est pas qu'une affaire de palais ou de diplomatie. Il engage l'honneur national, la stabilité économique et la capacité de l'Afrique à défendre sa voix sur la scène mondiale. Pour éviter les erreurs du passé, chaque citoyen peut s'impliquer, en participant à des forums communautaires, en surveillant les actions de ses élus, en exigeant des comptes et en refusant que la justice soit instrumentalisée. Le bras de fer n'est pas terminé. Une question cruciale demeure. Qui, du chef ou de la loi, imposera sa marque sur la suite de l'histoire du Sahel? Pour répondre à cette question, il faudra observer les prochaines décisions, mais aussi la capacité des peuples à maintenir la pression pour que la justice triomphe réellement. Le Sahel trace désormais sa propre voie. La question n'est plus « Que fera le Togo ?» mais « L'Afrique osera-t-elle enfin devenir juge d'elle-même ?» Pour écrire cette nouvelle page, il faudra du courage, de la patience et surtout une solidarité sans faille entre États et citoyens. Les expériences passées montrent qu'aucune victoire n'est acquise sans vigilance et sans une participation active de toutes les composantes de la société. Les jours sombres vécus par le Burkina Faso ne se réduisent pas à des querelles de frontières ou de passeports. Pour la première fois, toute une génération se lève et défie l'héritage du passé. La dignité africaine n'est plus à vendre, ni sous la pression des anciennes puissances, ni dans les couloirs feutrés des chancelleries. Ce réveil rappelle celui des printemps arabes, où la jeunesse a exigé un nouveau contrat social, même si le chemin reste semé d'embûches. La tension de ces derniers jours ne relève pas d'un bras de fer ordinaire. Elle dévoile une lutte entre deux visions de la justice, l'une imposée de l'extérieur, l'autre construite pas à pas par le courage citoyen et la souveraineté retrouvée. Ce soir, la peur change de camp. Chaque silence, chaque hésitation peut devenir une blessure irréversible ou un acte de naissance. La responsabilité de chaque citoyen est engagée. S'informer, débattre, proposer des solutions, refuser la fatalité. Ce qui se joue à Lomé dépasse le sort d'un seul homme.
C'est le cri d'un continent qui refuse de tourner en rond dans le cycle de la dépendance. L'enjeu est immense. Garantir sa propre sécurité, protéger son honneur, préserver la stabilité économique, oser parler d'égal à égal sur la scène internationale. Ce choix, c'est la responsabilité d'une génération entière. Les jeunes doivent s'emparer du débat, les médias relayer la parole citoyenne, et les responsables politiques accepter la critique constructive. Mais la victoire ne se proclame pas. Elle s'arrache à force d'exigences citoyennes, de pression populaire, d'intégrité institutionnelle. Le Sahel refuse d'attendre un sauveur providentiel. Désormais, chaque Africain doit répondre. Sommes-nous prêts à juger nos propres actes, à défendre nos principes, même si le prix à payer est élevé? Ce soir, le monde observe. Mais il revient aux Africains de décider si la promesse de justice restera slogan ou deviendra réalité. La route vient à peine de s'ouvrir. Et chaque pas comptera, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique, pour tous ceux qui aspirent à un avenir de dignité, de paix et de justice véritable.